Alors, maintenant, on a aussi les tests basés sur les risques et la qualité du produit. Du coup, on va redéfinir une anomalie. Une anomalie, c'est toute condition qui divise des attentes basées sur les exigences de spécification ou documents de conception ou documents ultérieurs, standards, etc. Ou même des perceptions ou des exigences de quelqu'un. Et ces anomalies peuvent être trouvées pendant, mais pas uniquement pendant les revues, les tests, les analyses, les compilations ou les utilisateurs de produits logiciels ou de la documentation applicable. La définition de la sévérité, c'est si c'est un degré qui a l'impact d'une anomalie sur le développement ou l'utilisation d'un composant ou système. Les défauts trouvés pendant les tests doivent être enregistrés. Je vous rappelle que l'un des objectifs des tests, c'est de trouver des défauts. Alors, la façon dont les défauts sont enregistrés, ça varie en fonction du contexte, du composant ou du système testé, du niveau du test et aussi du modèle de cycle de vie du développement logiciel. Ça dépend du contexte, en effet, comment on va enregistrer le défaut. Je vous expliquerai après à travers un exemple. Tout défaut identifié doit faire l'objet d'une analyse. Ça, c'est clair et net. Il doit aussi faire l'objet d'un suivi depuis la découverte jusqu'à la classification, jusqu'à la résolution. Donc, une fois qu'on a identifié un défaut, on va l'analyser. Depuis, on a la découverte. On va le classer. Dès qu'il est résolu, on va le mettre de côté. On va l'enregistrer afin de gérer tous les défauts jusqu'à la résolution. Un processus de gestion de défauts doit être défini, ce qu'on appelle un workflow. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Aussi, ce processus doit être approuvé avec tous ceux qui participent à la gestion des défauts, c'est-à-dire les concepteurs, les développeurs, les testeurs, les PO et les product owners. Du coup, les rapports peuvent s'avérer contenir des faux positifs et non des défaillances réelles dues à des défauts. Parfois, on peut faire un rapport de test où on dit que tout est positif. On n'a pas découvert de défaut, mais entre guillemets, on a mal testé. Donc, du coup, on appelle ça des faux positifs, des faux positifs. Ensuite, les défauts peuvent être rapportés pendant le codage, pendant l'analyse statique, pendant les revues, pendant les tests dynamiques et encore pendant l'utilisation d'un produit logiciel. Les défauts peuvent être rapportés pour des problèmes soit dans le code, soit dans le système en utilisation, soit des problèmes de documentation tout simplement, exigences US, etc. Afin d'avoir un processus de gestion des défauts efficace, les organisations peuvent définir des nombres concernant les attributs, la classification et le workflow des défauts. C'est à ce moment-là que je vais vous faire un petit schéma. Donc, workflow, cycle de vie des anomalies. Donc, le testeur, il va détecter une anomalie. Du coup, il va déclarer un ticket d'anomalie. On verra ça plus tard. Du coup, il va déclarer, là, on est en mode ouverture, ouverte. Le statut, c'est ouvert, ouverture, ouvert l'anomalie. Elle est ouverte. On va du coup, dans tous les parties présentes, vont l'analyser. Les développeurs, les PO, les testeurs. Et je sais pas moi, si par exemple c'est une vraie anomalie, c'est possible que des fois on se trompe. Elle va être du coup en mode affecté. Je vous donne un exemple du workflow. Ce n'est toujours pas les mêmes. C'est pas toujours les mêmes. Ensuite, en tant que testeur, on doit suivre l'avancement. On l'affecte par exemple à un développeur. C'est bon, le développeur il a passé au statut corrigé. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que le développeur il a mis un statut corrigé, il faut qu'elle soit validée par les responsables. Une fois que c'est confirmé, on la reteste. Du coup, le testeur il va le mettre en statut validé. Et si elle est validée par l'ensemble de l'équipe, on peut la mettre au statut à clôturer. Et là, on a le responsable de ce ticket, il va mettre un statut clôturé. Voilà, donc ça c'est un exemple. Forcément, des fois, il peut y avoir d'autres schémas où il y a d'autres exemples. Il peut y avoir à réexécuter, etc. à chaque fois. S'il y a une personne, il y a un responsable de ce statut, donc ça peut être le développeur, le PO, l'AME ou le testeur. Donc, là, on va voir un exemple de rapport de défaut. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce rapport de défaut? On retrouve l'identifiant,
Le titre est bref résumé, l'organisation et maîtrise ainsi que l'auteur, l'élément de configuration qui a été testé, l'environnement sur lequel il est testé, la phase de test, la description du défaut et donc de l'anomalie. On va bien décrire le résultat qu'on attendait et le résultat qu'on a obtenu. On va classer, ça c'est important, les défauts, donc un bug, une anomalie. Elle est toujours classée en fonction de sa sévérité, sa portée et son degré d'impact. Et en fonction de ça, on peut estimer le risque du coup. Par exemple, une anomalie qui est classée mineure, on peut la corriger au sprint d'après. Par contre, une anomalie qui est bloquante, il faut à tout prix trouver une solution. Ensuite, on a une fonction aussi de l'urgence et de la priorité de la correction. On va dans ce rapport aussi préciser du coup l'état du rapport de défaut. On met aussi les conclusions et les recommandations, les enjeux historiques, des historiques de modification ainsi que les références. Ça, c'est vraiment un exemple. Il peut y avoir dans un rapport de défaut, il peut pas y en avoir autant de détails. Peut-être plus, peut-être moins. Alors, les objectifs du rapport de défaut. Il y en a quatre. D'abord, fournir de l'information afin de déterminer les effets spécifiques d'un événement indésirable survenu. Donc, on va donner de l'information pour déterminer les effets, ce que n'était pas prévu. Ensuite, on va isoler le problème avec un test de reproduction à minima et donc le corriger ou corriger ses défauts potentiels. On va fournir au test manager un moyen de suivre la qualité du produit d'activité testée ainsi que l'impact sur les tests. Et enfin, on va fournir des idées pour le développement et l'amélioration du processus de test. Voilà les principaux objectifs de ce rapport d'anomalie, de défaut ou de bug. Appelez ça comme vous voulez. Maintenant, on a trois questions. Question numéro un. Lors de la constitution d'une équipe de test pour travailler sur l'amélioration d'un système existant, lequel des choix suivants le plus haut niveau d'indépendance de test? Réponse A, un analyste qui rédige les exigences originales du système. Réponse B, un programmeur permanent qui révise une partie du nouveau code mais qui n'en a écrit aucun. Réponse C, un testeur permanent qui a trouvé le plus grand nombre de défauts dans le système original. Réponse D, un testeur contractuel qui n'a jamais travaillé pour l'organisation auparavant. Je vous laisse réfléchir. Le plus haut niveau de dépendance de test, c'est un testeur contractuel qui n'a jamais travaillé pour l'organisation auparavant. Il vient d'arriver, contrat externe, et du coup, lui, c'est le plus haut niveau d'indépendance de test. Parce qu'un analyste qui rédige les exigences, finalement, c'est lui qui les rédige. Donc, du coup, pour travailler sur l'amélioration du système existant, c'est pas lui qui sera le plus efficace parmi les exemples. Le programmeur qui révise une partie du nouveau code et par contre n'a jamais écrit, le testeur permanent. Donc, celui qui a trouvé le nombre de bugs, lui, c'est sûr que ça va être le plus haut niveau de dépendance du test. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a jamais travaillé pour l'organisation, c'est celui qui a le plus haut niveau de test, par définition logique. Réponse D. Question numéro 2. Quel rôle dans le processus de test un développeur est-il le plus susceptible de remplir? L'exécution des tests d'intégration ou de composants, l'analyse statique, le paramétrage de l'environnement de test, décider du nombre de tests automatisés. Réponse A, 1 et 2. Réponse B, 1 et 4. Réponse C, 2 et 3. Réponse D, 3 et 4. La réponse est la A. Le rôle d'un processus de test qu'un développeur est le plus susceptible de remplir, ce sera l'exécution des tests d'intégration de composants et l'analyse statique. C'est normal, l'analyse statique. Vous avez parlé tout à l'heure du code. Souvenez-vous, on a la différence de l'analyse dynamique, mais le paramétrage de l'environnement de test, le développeur n'est pas réellement concerné. Et décider du nombre de tests automatisés, c'est pareil. Ce sera plutôt le rôle du QA ou de l'automaticien. Ça, c'est plutôt le test manager qui va le décrire, en effet. Question numéro 4. Quel terme est utilisé pour décrire la gestion de composants d'un logiciel dans un système intégré?
La- A, gestion de configuration. Réponse B, la gestion d'incidents. Réponse C, le contrôle de tests. Réponse D, la gestion des risques. Du coup, la réponse est la A. Le terme pour décrire la gestion de composants d'un logiciel dans un système intégré, c'est la gestion de configuration, puisqu'on n'oublie pas que la gestion de composants, mais dans un système intégré, là, on parle pas de contrôler les tests, on parle pas non plus d'estimer le risque, on ne parle pas non plus des incidents ou des anomalies qui ont été détectés. Là, on parle de configuration.